fonction du polynôme x2 fois la fonction sinus. Alors, donc, on avait commencé la première. Je ne sais pas si on avait fait tous les détails. Donc, je vais revenir dessus. Alors, il y a des gens qui attendent. Donc, je les accepte d'abord. Donc, la première fonction, c'est la fonction f1 de x égale à 1 sur 1 plus x. Je pense que nous avons commencé par calculer au moins les premières dérivées. D'abord, pour calculer les dérivées énièmes, il faut justifier que la fonction, justement, elle est dérivable autant de fois qu'on veut. Alors, cette fonction d'abord, où est-ce qu'elle est définie? Alors, elle est définie partout sauf au moins 1. Pour x égale à moins 1, ce n'est pas défini parce que le dénominateur s'annule. Et on sait que ce qu'on appelle une fraction rationnelle, un polynôme sur un autre polynôme. On sait qu'une fraction rationnelle, elle est indéfiniment dérivable sur son domaine de définition. Alors, indéfiniment dérivable, ça veut dire qu'on peut la dériver autant de fois qu'on veut sur son ensemble de définition. Et une fonction qui est indéfiniment dérivable, on l'appelle une fonction, on dit que c'est une fonction C infinie. Elle est de classe C infinie. Je ne sais pas si vous avez utilisé cette terminologie en cours. Donc, on dit qu'elle est de classe C infinie sur R moins le point qui pose problème, c'est moins 1. Est-ce que vous connaissez cette écriture? Est-ce qu'on vous a parlé de ça en cours? Les fonctions de classe C1, C2, C infini, etc. Oui. Oui. Alors, une fonction qui est de classe C infini, c'est une fonction qu'on dit qu'elle est indéfiniment dérivable. Alors, c'est quoi une fonction de classe C1, par exemple? Une fonction de classe C1. Si f, quand on vous dit que f est de classe, alors je vais prendre par exemple... Si f est dérivable, c'est sa dérivée continue. Voilà. Alors, quand on vous dit qu'une fonction f est de classe, par exemple, C1, de classe C1 sur un ensemble, sur un intervalle ou bien un ensemble E, alors ça veut dire quoi? Donc, votre camarade vient de donner la réponse. Ben, ça signifie que f est dérivable. Elle est dérivable une fois. Et, comme elle est dérivable, donc f' existe. Et il faut que f' soit continu. Donc, f dérivable et f' continu sur E. Voilà ce qu'on appelle une fonction de classe C1. Alors, une fonction qui est de classe C2 sur E, c'est quoi? Alors, f' est dérivable et alors, f doit être dérivable. F, elle doit être dérivable deux fois. Ça veut dire que f dérivable, virgule, f' aussi dérivable. f de prime dérivable. Et f de continu. F seconde continue. Puisque f' est dérivable, donc f seconde existe. Ah oui, f seconde doit être continue. Voilà ce qu'on appelle une fonction de classe C2. Maintenant, une fonction de classe C infinie, c'est une fonction qui est dérivable autant de fois qu'on veut. Donc, on appelle ça des fonctions de classe C infinie. Donc, les fractions rationnelles, quand vous avez un polynôme sur un autre polynôme, c'est ce qu'on appelle les fractions rationnelles. Elles sont indéfiniment dérivables sur leur domaine de définition. Les fractions rationnelles sont indéfiniment dérivables sur le domaine de définition. C'est le cas donc, c'est le cas pour la fonction 1 sur 1 plus x. On peut la dériver autant de fois qu'on veut sur R moins 1. Maintenant, le calcul des dérivées. La première dérivée, c'est quoi? Donc, je pense que tout le monde sait calculer la dérivée d'une fraction rationnelle.
c'est la dérivée du numérateur fois le dénominateur, moins la dérivée du dénominateur fois le numérateur, divisé par le carré du dénominateur. Est-ce que vous... Bon, je vais l'écrire ici, comme ça, il n'y a aucun souci. Alors, ce n'est pas valable uniquement dans le cas des fractions rationnelles, c'est valable pour n'importe quelle fraction qui s'écrit f sur g. Donc, même si f et g, ce n'est pas des polynômes, la formule qui donne la dérivée, elle est générale. C'est quoi la dérivée de f sur g? Donc, alors c'est f' fois g moins g' fois f sur le carré de g. Voilà. Donc, c'est cette formule-là qu'on va appliquer pour toutes les dérivées de la fonction qu'on vous a donnée, la fonction f. Alors, la première dérivée, donc, elle vous donne moins 1 sur 1 plus x2. La deuxième, bon, vous faites les calculs, c'est 2 sur 1 plus x à la puissance 3. La troisième, c'est moins 2 fois 3. Alors ici, il ne faut pas le confondre avec x. Hein. Celui-là, c'est produit. Donc, c'est moins 2 fois 3 sur 1 plus x au carré. Alors maintenant, l'idée, c'est utiliser le raisonnement par récurrence. Donc, il faut imaginer la formule à l'ordre n. Alors, je pense qu'on en a parlé parce que ça me dit quelque chose, j'ai gardé un souvenir. Je pense que cet exemple-là, on l'avait fait la dernière fois. Alors, il y a d'abord le signe qui est alterné. Vous avez moins 1, là c'est plus 1, ensuite c'est moins 1. Si vous allez à la suivante, c'est plus 1, ainsi de suite. Lorsque le signe est alterné, ça veut dire que quelque part, il y a moins 1 à la puissance quelque chose. Maintenant, pour trouver sa puissance, comment vous faites? Lorsque c'est la première dérivée, c'est négatif. La deuxième, c'est positif, c'est 1. La troisième, c'est négatif. Donc, ça a l'air d'être moins 1 à la puissance n. Ça suit l'indice. C'est la même chose que l'indice. Donc, c'est moins 1 à la puissance n. Ensuite, le numérateur, c'est 1 pour f1. Ensuite, 2 pour f2. Ensuite, 2 fois 3 pour f3. Si vous calculez la suivante, ça va vous donner 2 fois 3 fois 4. Donc, ça a l'air d'être une factorielle. Un factoriel. C'est n factoriel. Voilà le numérateur. C'est tout ce qu'il y a au numérateur. Maintenant, le dénominateur, c'est simple. Pour chaque dérivée, vous allez trouver 1 plus x, 1 plus x, 1 plus x. Donc, il va y avoir forcément 1 plus x. Et puis, à une certaine puissance. La puissance, c'est quoi? On repart. Pour 1, c'est 2. Pour la dérivée d'ordre 2, c'est 3. Pour la dérivée d'ordre 3, c'est 4. Donc, ça va être n plus 1. Alors ici, c'est pas difficile d'imaginer la formule à l'ordre n. Voilà donc la formule à l'ordre n. On supposons par récurrence, qu'à l'ordre n, la formule, c'est celle-là. Maintenant, il est possible qu'on se soit trompé. Alors, pour être sûr que la formule est bonne, il faut passer à n plus 1, le raisonnement par récurrence. On passe toujours de l'étape n à l'étape n plus 1. Donc, qu'est-ce qu'on doit trouver à l'étape n plus 1? On doit trouver moins 1 à la puissance n plus 1. Si la formule est bonne, quand on calcule la dérivée d'ordre n plus 1, on doit trouver moins 1 à la puissance n plus 1 factoriel, sur 1 plus x à la puissance n plus 2. Donc, si on trouve ceci, ça veut dire que notre formule, elle est bonne. Si on trouve autre chose, ça veut dire qu'on s'est trompé. Donc, c'est n plus 2. Bon, alors, il faut savoir d'abord que la dérivée d'ordre n plus 1, c'est quoi? C'est la dérivée de fn. C'est la dérivée de la dérivée d'ordre n. C'est ça ce qu'on appelle la dérivée d'ordre n plus 1. Comme on a supposé que fn c'est égal à cette quantité, donc je vais dériver la quantité qui est ici. Donc c'est ça qu'il faut dériver. Alors la dérivée du numérateur, elle est nulle. Ensuite, il faut prendre la dérivée du dénominateur fois le numérateur, divisé par le dénominateur au carré. Donc,
la dérivée du dénominateur, c'est n plus 1 fois 1 plus x à la puissance n. n plus 1 fois 1 plus x à la puissance n. Que multiplie le numérateur. Donc, on obtient ceci. Sur le dénominateur au carré. Donc, c'est 2n plus, la puissance, c'est 2n plus 2. Alors, maintenant, on va essayer d'arranger les choses. Alors, vous avez moins et moins 1 à la puissance n. Donc, dans le moins 1 à la puissance n plus 1. Donc, on a ceci. Ensuite, factoriel n fois n plus 1. C'est n plus 1 factoriel. Et puis, 1 plus x, quand je simplifie avec le 1 plus x qui est en bas, qu'est-ce qu'on obtient comme puissance? 2n plus 1. Non. Ouais, La puissance, ça va être 2n. Ça va être 2n plus 2 moins n. Alors, ça vous fait n plus 2. Eh bien, c'est n plus 2. Donc, on a obtenu exactement la même chose. Dans ce cas-là, notre formule, elle est bonne. Donc, la formule est vraie à l'ordre n plus 1. Puisqu'elle est vraie à l'ordre n plus 1, on déduit qu'elle va être tout le temps vraie. Quel que soit n, la dérivée d'ordre n va être égale à 1. Alors maintenant, on passe plutôt à l'exemple 5, F5. Alors F5, ça se présente comme le produit de deux fonctions. Bon, on peut essayer de faire la récurrence. Mais je vous ai demandé d'essayer la récurrence. Vous allez voir que c'est compliqué. Les quantités que vous obtenez, c'est pas facile. Elles ne nous permettent pas d'imaginer la formule à l'ordre n assez facilement. Parce que vous allez voir que c'est pas facile. Et donc, d'où l'idée de penser à la formule de Leibniz. Alors, elle s'adapte ici parce que on a un produit de deux fonctions. Et donc, on va l'appliquer. La formule, elle vous dit que la dérivée d'ordre n de f5, c'est la somme de nk. Nk, c'est le coefficient binomial. Je l'ai écrit ici. C'est n factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel. Ensuite, x2 à la puissance k, sinus x à la puissance n moins k. Et on peut permuter les puissances. Si vous voulez commencer par n moins k ici et k ici, c'est la même chose. On a égalité. Donc les puissances, ou bien vous mettez, enfin les puissances, donc l'ordre de dérivation, ou bien vous équilibrez k et n moins k, ou bien vous équilibrez n moins k et k. C'est la même chose. Donc, avant d'utiliser la formule de Leibniz, d'abord, est-ce que cette fonction est indéfiniment dérivable? Parce que sinon, on ne peut pas parler de la dérivée d'ordre quelconque. Alors, oui, parce que c'est un polynôme fois sinus. Ben, les polynômes, on peut les dériver autant de fois qu'on veut. La fonction sinus, on peut la dériver autant de fois qu'on veut. Et donc, le produit aussi. C'est le produit de deux fonctions indéfiniment dérivables. Donc, F5, elle est de classe C infini sur R. Et donc, on peut parler de la dérivée d'ordre n pour n'importe quel n. La deuxième chose dont on a besoin, c'est de connaître la dérivée nème de sinus. La dérivée nème de sinus, alors c'est sinus de x plus npi sur 2. Alors, comment on l'obtient? Est-ce que quelqu'un peut me dire comment on l'obtient? Quand on commence à dériver F1, quand on commence, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous faites? Quel type de raisonnement vous faites? en récurrence. Voilà, c'est comme ça qu'il fallait répondre. C'est un raisonnement par récurrence. Il faut commencer par les premières dérivées de sinus. Vous pouvez aller jusqu'à 3 ou 4. Et puis, à chaque étape, vous allez voir que ça se passe comme ça. La première dérivée de sinus, c'est quoi la première dérivée de sinus? Cosinus. C'est cosinus. Et c'est quoi sinus de x plus pi sur 2? Cosinus. C'est cosinus x. Donc, c'est bon. La dérivée d'ordre 2, vous allez la calculer, et puis vous allez voir que c'est égal à sinus x plus 2 pi sur 2, etc.
Vous imaginez, vous dites que je suppose que la formule est vraie à l'ordre n. Vous démontrez aussi qu'elle est vraie à l'ordre n plus 1. Donc, c'est vrai partout. Alors, je vous ai dit, faites ça en exercice. Donc, c'est un raisonnement par récurrence. Alors, on en a besoin pour trouver la formule d'ordre, la dérivée d'ordre n de f5. Parce que il y a sinus qui intervient ici. Et donc, on a besoin de la dérivée nème de sinus. J'en ai besoin ici. C'est pour ça que je l'ai rappelé avant. Bon, alors une fois qu'on a la formule, il suffit d'écrire. Alors, la somme ici, elle va de 0 jusqu'à n. Mais les dérivés de x2, à partir de 3, ça s'annule. C'est quoi la première dérivée de x2? 2x. 2x. La seconde dérivée, 2. c'est 2. Et puis la troisième dérivée, 0. c'est nul. Et à partir de la troisième, toutes les autres vont être nulles. Ce qui fait que dans cette somme-là, ben, on ne va pas dépasser 3. Quand on développe, à partir de 3, c'est nul. Donc à partir de 3, il n'y a rien à équilibrer. Donc la somme, dans cette somme-là, les seuls termes qui interviennent, c'est pour n égale, pour k égale 0, k égale à 1 et k égale à 2. À partir de 2, ça s'annule. Donc, quand on développe, voilà ce qu'il faut dire. Comme x2, la dérivée d'ordre k de x2, elle est nulle à partir de k supérieur à 3, alors, quand je développe la somme, pour k égale 0, qu'est-ce qu'on obtient pour k égale 0? Quand je prends k égale 0, j'obtiens le coefficient binomial n0, la dérivée d'ordre 0 de x2, ça veut dire que je ne la dérive pas, donc c'est elle-même, c'est x2, et la dérivée nème de sinus. Donc voilà ce qu'on obtient. Coefficient binomial n0 fois x2 dérivée d'ordre 0, donc c'est x2, fois la dérivée nème de sinus. Ensuite, je passe à k égale à 1. K égale à 1, donc j'obtiens le coefficient n1. Ensuite, la dérivée de x2 fois la dérivée de sinus d'ordre n-1. Et la dérivée seconde pour k égale 2, donc c'est n, coefficient n2, coefficient binomial. Ensuite, la dérivée seconde de x2, la dérivée d'ordre n-1 de sinus. Et puis les autres termes, à partir de 2, tous les autres termes, ça s'annule. À cause de x2. La dérivée d'ordre 3, c'est nul, et toutes les dérivées à partir de 3, c'est nul. Donc la somme, dans la somme, les seuls termes qui restent, ce sont les 3 qui sont là. Et donc c'est presque fini maintenant. Alors, n0, c'est quoi le coefficient binomial n0? C'est 1. Ensuite, la dérivée d'ordre 0 de x2, ça veut dire que je la dérive 0 fois. Donc je ne le dérive pas. Ça veut dire que c'est x2. Et la dérivée nème de sinus, ben je l'ai dit, je l'ai donné avant. La dérivée nème de sinus, c'est sinus x plus npi sur 2. Donc, voilà ce que vous obtenez ici. x2, sinus x plus npi sur 2. Plus 2 fois, alors 2 fois n, pourquoi 2 fois n? Parce que n1, c'est quoi n1? Alors, le coefficient binomial, à votre avis, c'est quoi? N. C'est n, effectivement. C'est n. Alors, le 2, d'où est-ce qu'il vient le 2? Alors, le 2, il y a une erreur ici. Hein, il y a une petite erreur. C'est 2x. Il y a un x qui manque. Alors, le 2, il vient de la dérivée de x2. C'est 2x. Donc, j'ai oublié de mettre un x. Donc, c'est 2x fois sinus de x plus n-1 pi sur 2, parce que c'est la dérivée d'ordre n-1. Ensuite, n2. Alors, n2, c'est n fois n-1 fois, sur 2. C'est n fois n-1 sur 2. Mais, il y a la dérivée seconde de x2, qui est égale à 2. Donc, le 2, il se simplifie. Ce qui reste, c'est n fois n-1. Et la dérivée n-1 de n-2 de sinus, c'est sinus x plus n-2 fois pi sur 2. Et vous avez votre formule. C'est ça la dérivée nème de f5.
Donc, il y a juste une petite erreur ici qu'il faut rectifier. Il faut mettre un X que j'avais omis de mettre la DNF. Bon, voilà ce qu'on m'a demandé de faire. Donc, je vais me contenter de ça. Mais l'exercice, si ça il se réduit pas à ces deux fonctions, vous avez F2, vous avez F3 aussi. F4 aussi. Alors, F2 et F3, ça se fait par récurrence. Les formules, elles sont faciles à imaginer. Calculez les premières dérivées et vous allez voir directement l'idée pour la formule à l'ordre n. Pour le cosinus, alors, je vous laisse la faire. D'accord? Si vous avez des difficultés, vous me posez la question. Alors, l'idée, c'est de la trouver sous cette forme. Alors, l'idée, c'est ça. Exploiter cette relation. La dérivée de sinus, c'est sinus x plus npi sur 2. Alors, essayez de voir quelle est la dérivée de cosinus. C'est pas très loin, hein, c'est pratiquement la même chose. Donc, je vous laisse chercher. Si vous trouvez, c'est bon. Donc, si vous trouvez, comment savoir si c'est bon ou non? Raisonnement par récurrence. Si ça sort, ça veut dire que la formule est bonne. Si ça sort pas, donc vous avez une erreur. Si vous n'arrivez pas à trouver, vous m'envoyez un mail ou là vous me posez la question la prochaine fois et je vous donne la formule, c'est pas compliqué. J'ai envie que vous la trouviez vous-même. Voilà donc pour l'exercice 4. Et puis vous avez la deuxième question aussi. Alors l'idée ici c'est d'utiliser, comme c'est un produit, donc l'idée c'est d'utiliser la formule de Leibniz. Voilà. Et vous allez déduire la dérivée nième assez facilement. Donc voilà pour l'exercice 12. Ensuite, donc on m'a pas demandé de faire le 13 et le 14. Non, le 14, si. Le 13, non. Parce que c'est la formule de Taylor. Je ne sais pas si ça a été fait en cours. Je ne sais pas. Peut-être que ça n'a pas été encore fait en cours. C'est pour ça qu'on m'a pas demandé de faire le 13. Par contre, le 14, si. Le 14, donc il y a la continuité, il y a rôle et il y a les accroissements finis. Donc ça, c'est faisable. Et donc, on passe directement à l'exercice 14. On vous donne f, on vous dit que c'est une fonction qui est définie de l'intervalle 0 plus l'infini, fermé en 0, et qui arrive dans f. Elle est définie de la manière suivante. Donc, elle a deux expressions. Sur l'intervalle 0,1, fermé en 0, ouvert en 1, la fonction, elle vaut x moins 1 fois la valeur absolue du logarithme népérien de 1 moins x. Et à partir de 1, donc de 1 jusqu'à l'infini, la fonction, c'est un polynôme. C'est x2 plus ax plus b. Alors, première question. On vous demande de trouver a et b pour que f soit continu et f0 égale à f de 2. Donc, il y a deux conditions. On veut que f soit continu sur 0 plus l'infini et on veut que f de 0 soit égal à f de 2. Avec ces deux conditions, on vous demande de trouver a et b. Donc, on va faire les choses par étapes. Premièrement, alors, cette fonction, on peut l'écrire de façon plus simple. Parce que, regardez bien, le 1 moins x sur 0, 1, lorsque x est entre 0 et 1, le moins x, il est où? Moins x, il est entre, plutôt 1. Moins x, il est entre quoi et quoi? Moins 1, 0. Il est entre moins 1 et 0. Et 1 moins x, où est-ce qu'il est le 1 moins x? Il est entre 0 et 1. Il est supérieur à 0 et il est inférieur à 1. Alors, lorsque vous avez un point qui est entre 0 et 1, son logarithme, il est comment? Négatif. Il est négatif. Et donc, c'est quoi sa valeur absolue? Moins. C'est moins. Pourquoi mettre la valeur absolue alors? Oui. On est sûr que c'est moins log de 1 plus 1 moins x. Donc, c'est pas la peine de nous encombrer avec la valeur absolue. Cette valeur absolue-là, je peux l'enlever et il faut mettre un signe moins. Et quand on met un signe moins, x moins 1, qu'est-ce qu'il devient? Avec un signe moins. Il devient 1 moins x.
Oui, non, qu'est-ce que ça devient, la fonction? Qu'est-ce qu'elle devient? Ah, Moins x, ça devient 1 moins x. Donc, toute cette quantité, elle est égale au fait à quoi? Elle est égale à 1 moins x, ln de 1 moins x. Oui. C'est tout. Il n'y a pas de valeur absolue, etc. On peut les enlever. Donc, d'abord, on va simplifier l'écriture. Alors, voilà donc la fonction. Déterminons A et B pour que f soit continue et f0 égale à f de 2. Donc, il faut remarquer d'abord que f de x, on peut l'écrire de façon très simple, sans les valeurs absolues, et ça va nous simplifier le travail. Donc, c'est 1 moins x, ln de 1 moins x. Et puis, lorsque x est supérieur à 1, donc ça c'est un polynôme, on peut rien faire. C'est x2 plus ax plus b, ça reste comme ça. Bon, premièrement, domaine de définition. C'est quoi son domaine de définition? D'abord, entre 0 et 1, est-ce que la fonction est définie? Oui. Oui, parce que le problème qui peut se poser au niveau du ln, c'est lorsque x est égal à 1. On va avoir ln de 0. Sinon, entre 0 et 1, ça c'est toujours positif. 1 moins x c'est toujours positif. Donc son logarithme il existe. Sauf pour x égale à 1. Mais 1 n'est pas inclus. 1 il est exclu. Et donc ça existe toujours. C'est défini. Le polynôme en bas, il est défini partout. Donc en particulier, c'est défini sur 1 plus l'infini. Et donc c'est quoi le domaine de définition? 0 plus l'infini. C'est 0 plus l'infini avec 0 inclus. Fermé. Avec 0 fermé. Et on sait que le logarithme, là où il est défini, il est continu. C'est une fonction qui va en un seul morceau. Donc, là où le logarithme est défini, il est continu. Le 1 moins x, c'est un polynôme, il est aussi continu. Et donc, sauf que, alors je vais poser d'abord la question. Donc, où est-ce que la fonction f est continue? Sur 0, 1, union 1 plus l'infini. Et le 1, il est comment? Il est exclu. Okay. Voilà. Il ne faut pas inclure le 1. Le 1, il ne faut pas l'inclure. Alors, je vous avais dit, lorsqu'une fonction se présente sous forme de plusieurs expressions, elle a plusieurs expressions. Les points particuliers où elle change d'expression, ce sont des points qu'il faut étudier à part pour la continuité et la dérivabilité. Il faut les étudier à part. Donc, sur l'intervalle 0, 1, bon, 0, elle ne change pas de valeur de fonction au 0. Elle est définie à partir de, à droite. Il est défini en 0 et à droite. C'est la même expression, elle ne change pas. Donc, elle est continue sur l'ouvert 0, 1, ouvert. Fermé en 0, ouvert en 1. Elle est continue à partir de 1 jusqu'à plus l'infini. Mais, en 1, la continuité, ça s'étudie à part. Il ne faut pas inclure le 1. Là où elle change de valeur, c'est en 1, donc le 1, il faut l'étudier tout seul. Alors, donc ce qu'on va dire de façon certaine, c'est que f est défini et continu. Alors là, j'ai fait une erreur. C'est pas sur R-1, c'est sur R étoile, sur R plus moins 1. C'est pas sur R. Sur 0 plus l'infini, sur 0 plus l'infini, moins 1. Donc, voilà où est-ce qu'il est continu. Sur 0 plus l'infini, moins 1. Ou bien 0, 1, union 1 plus l'infini. Donc, il faut que je vérifie. Alors maintenant au point 1. Au point 1, il faut étudier la continuité à part. Alors au point 1, donc comme elle change d'expression la fonction f, donc la limite de f de x quand x tend vers 1, il faut l'étudier à gauche et à droite, parce que c'est pas la même expression. Donc je commence par à gauche. Alors on sait qu'à gauche de 1, la fonction c'est 1 moins x fois ln de 1 moins x. Donc la limite quand x tend vers 1, c'est la limite de 1 moins x, ln de 1 moins x quand x tend vers 1. Alors cette limite, elle est égale à quoi? 0. Pourquoi? Parce qu'on a une règle, Oui. lorsque x tend vers 0 et x ln x tend Tend vers. la limite égale à 0. Si on fait La changement limite de égale à variable,
Voilà. Donc, on fait un changement de variable. On pose un moins x, par exemple, c'est t, y, peu importe. Donc, elle est de la forme, la limite, quand y tend vers 0, de y, ln de y. Et vous avez vu au lycée que la limite de ln de y, ln de y, quand y tend vers 0, eh ben, c'est 0. C'est le polynôme qui l'emporte. C'est le y qui l'emporte. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut me proposer une preuve? Comment on peut démontrer ça? L'hôpital. Oui, avec l'hôpital, ça marche. Ça marche. Alors, parce que l'hôpital, ça concerne les fonctions qui se présentent sous la forme 0 sur 0 ou bien l'infini sur l'infini. Alors, on va le voir ensemble. Allez. Donc, ce qu'on veut démontrer, c'est que la limite, voilà ce qu'on veut démontrer. C'est que, alors, d'abord, est-ce que je l'ai démontré? Je ne sais pas si laissez-moi voir le corriger. Si j'ai démontré, je ne vais pas le faire. Oui, donc c'est exactement ce que vous avez dit. Non, j'ai pas démontré. Alors, je vous explique donc d'où ça vient. Alors, on veut montrer que la limite de x log de x ln de x, quand x tend vers 0, est égal à 0. Ah, il est 12h20 déjà. Oh là là, ça passe vite. Alors, ce que vous allez faire, c'est l'idée, par exemple, c'est utiliser l'hôpital. Bon, il y a d'autres preuves, mais la plus simple, c'est l'hôpital. Alors, donc, x log de x, voilà comment il faut l'équilibrer. Il faut avoir un rapport. Donc, le rapport ici, je laisse le logarithme en haut, c'est ln de x, que je dois diviser par quoi? 1 sur x. Par 1 sur x. Je divise par 1 sur x. Alors, quand x tend vers 0, le logarithme, il tend vers quoi? C'est quoi sa limite? Elle est de la forme comment? Moins l'infini. C'est moins l'infini. Sur. Alors, quand x tend vers 0, en fait, c'est 0 plus 1. Alors, 1 sur 0, ben, c'est l'infini. Donc, c'est de la forme plus l'infini. C'est de la forme l'infini sur l'infini. Et donc là, on peut utiliser l'hôpital. Il est permis d'utiliser l'hôpital. Le numérateur, c'est quoi sa dérivée? Alors, si j'appelle ça f, et 1 sur x, je l'appelle g. Donc ça, c'est de la forme f sur g. Elle est de la forme f sur g. Alors, je vais commencer par utiliser la dérivée de f. C'est quoi f? Prime. 1 sur x. C'est 1 sur x. C'est quoi la dérivée de g? G prime. Moins 1 sur c'est moins 1 sur x au carré. Alors maintenant, regardons ensemble, qu'est-ce qui se passe pour f' sur g'? f' sur g', donc c'est 1 sur x, sur moins 1 sur x2. Et on sait que divisé par une fraction, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc ça, c'est 1 sur x fois moins x2. Alors, je simplifie. Alors, j'obtiens moins x. Et c'est quoi la dérivée de moins x? Plutôt la dérivée. C'est quoi la limite de moins x? Ah, 0. C'est 0. Comme f' sur g', elle tend vers 0, ben donc l'hôpital vous dit que f sur g aussi, ça tend vers 0. Et f sur g, c'est x log de x. Donc la limite de x log de x est égale à 0. Donc c'est l'hôpital. Il faut utiliser l'hôpital correctement et ça marche. Bon, voilà. Alors, ceci étant dit, on va essayer d'aller vite. 10 minutes. J'espère qu'on va faire un maximum de choses. Donc, la dérivée à gauche, c'est de la forme, on pose y égale à 1 moins x. Quand x tend vers 1, y tend vers 0. Et donc, la limite de f de x quand x tend vers 1, elle se présente comme la limite de y, ln de y, quand y tend vers 0, et c'est égal à 0.
la preuve, la justification, je viens de la faire au brouillon. Alors, deuxièmement, la limite à droite. La limite à droite, c'est la limite de x2 plus ax plus b, quand x tend vers 1. Quand x tend vers 1, donc ça me donne 1 plus a plus b. Alors maintenant, pour que la fonction soit continue en 1, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que la limite à gauche soit égale à la limite à droite, et il faut que ces deux limites-là, il faut qu'elles soient égales à f de 1. C'est bien ça. Pour avoir la continuité. Oui. Voilà. Donc, la limite à gauche égale à la limite à droite, ça signifie quoi? Ça signifie que 1 plus a plus b égale 0. Égale à 0. Et c'est quoi maintenant f de 1? F de 1, c'est à partir de quelle expression on doit l'avoir? C'est à partir de la deuxième. Et f de 1, c'est quoi? C'est 1 plus a plus b. Donc, il faut que la limite de f soit en 1, il faut que ce soit égal à 1 plus a plus b. Donc, on va avoir quoi? 1 plus a plus b égale à 0, égale à 1 plus a plus b. Donc, finalement, pour que f soit continu en 1, il faut que 1 plus a plus b égale à 0. Voilà la première condition. Maintenant, dans la question, on vous dit, on veut aussi avoir f de 0 égale à f de 2. Alors, f de 0, vous l'obtenez à partir de la première expression. On remplace x par 0, donc c'est 1, ln de 1. Ça veut dire c'est 0. f de 2, c'est à partir de la deuxième. f de 2, c'est 4 plus 2a plus b. Donc on doit avoir 4 plus 2a plus b égale 0. On obtient une deuxième équation. 4 plus 2a plus b égale 0. Et là, vous avez un système de deux équations à deux inconnus. La résolution, c'est facile. La résolution, ça vous donne a égale moins 3 et b égale à 2. Voilà les valeurs de a et b. Alors maintenant, dans la suite, on ne vous dit pas si on garde a et b quelconque ou bien est-ce qu'on prend les valeurs qu'on a trouvées dans la première question. Ben, je ne sais pas. Ils n'ont rien proposé, donc on va travailler de manière générale. On prend a et b quelconque. Alors, on vous dit appliquer le théorème de Rolle dans l'intervalle 0,1 et calculer la constante c qui intervient dans ce théorème. Alors, donc, Rolle, qu'est-ce qu'il dit? La fonction doit être définie continue sur 0,1, dérivable sur l'ouvert, et f de 0 égale à f de 1. On doit avoir trois conditions. On va essayer de voir si elles sont réalisées. Alors, on a dit que la fonction, elle est définie et continue. Où est-ce qu'on l'a écrit? Elle est définie et continue sur 0 plus l'infini moins 1. Donc, sur 0,1, elle est définie. Mais pour qu'elle soit continue, c'est pas continu tout le temps. Pour qu'elle soit continue, il faut une condition. La condition, c'est qu'elle soit continue en 1. La condition, c'est que 1 plus a plus b doit être égal à 0. Donc, il faut appliquer cette condition. Sinon, on ne peut pas avoir la continuité. Bon. Alors, donc, la fonction f, elle est dérivable sur l'intervalle 0,1. Là, il n'y a aucun souci, puisque 1, il est exclu. Et 1 moins x, c'est un polynôme, c'est dérivable. ln de 1 moins x, du moment que 1 est exclu, c'est dérivable aussi. Donc, la dérivabilité sur l'ouvert, ça ne pose aucun problème. C'est dérivable sur l'ouvert. Par contre, la continuité sur le fermé, on exige la continuité en 1. Et pour qu'elle soit continue en 1, il faut une condition. Il faut que a plus b plus 1 soit égal à 0. Donc, c'est continu sur 0,1 avec cette condition. Ensuite, dérivable. Ça, c'est la dérivabilité, c'est sans condition. Maintenant, je compare f de 0 et f de 1. Alors, les calculs me donnent f de 0 égale 0, f de 1 égale à 1 plus a plus b. Mais puisque pour la continuité, on exige que 1 plus a plus b soit égal à 0, ça veut dire que f de 1, c'est aussi égal à 0. Et donc, on a f de 0 égale à f de 1. On a monsieur les valeurs. Avec les valeurs, c'est bon. Avec les valeurs, aucun problème. Si vous prenez a égale moins 3, b égale à 2, donc, moins 3 plus 2, ça vous donne moins 1. Moins 1 plus 1, ça vous donne 0.
Le problème ici, c'est que dans l'énoncé, est-ce qu'ils vous disent on garde les valeurs qu'on a trouvées dans la première question? Ils ne l'ont pas dit. Ah, ben. D'accord. Donc, je ne sais pas si on les garde ou si on travaille de manière générale. Donc, j'ai décidé de travailler de manière générale. Maintenant, si on les garde, c'est encore plus simple. Voilà. Allez, on continue. Donc, si on les garde, il faut une condition. Le théorème de Rolle ne s'applique pas tout le temps. La condition, c'est que 1 plus A plus B doit être égal à 0. Donc là, on exige une condition. Alors, donc, le théorème de Rolle s'applique. Et qu'est-ce qu'il dit, le théorème de Rolle? Il dit qu'il existe un point C tel que f' de C est égal à 0. Alors, j'ai commencé par calculer la dérivée. Voilà, sur 0, 1, voilà comment s'écrit la fonction. C'est 1 moins x ln de 1 moins x. Sa dérivée, donc c'est la dérivée de 1 moins x fois ln, moins la dérivée de 1 moins x fois la dérivée de ln fois 1 moins x. Alors, si vous faites les calculs, ça vous donne ceci. Si vous voulez qu'on fasse les détails, je passe à la page blanche. Voilà ce que vous allez trouver. C'est moins ln de 1 moins x, moins 1. C'est ça la dérivée. Et donc, si je veux que f' de c soit égal à 0, donc il faut que moins ln de 1 moins c moins 1 soit égal à 0. Ce qui fait que ln de 1 moins c est égal à moins 1. Et comment chercher le c? J'applique l'exponentielle. Donc, j'obtiens exponentielle de ln de 1 moins c, donc c'est 1 moins c, égale à exponentielle de moins 1. Ce qui fait que c, je le mets à droite, et l'exponentielle, je le ramène à gauche. C'est 1 moins 1 sur e. Et 1 sur e, plutôt 1 moins 1 sur e, on sait que c'est entre 0 et 1. 1 sur e, c'est 2,7 et quelque chose. 1 sur 2, machin, ça vous donne quelque chose qui est entre 0 et 1. Et 1 moins quelque chose qui est entre 0 et 1, c'est entre 0 et 1. Voilà la valeur de C. On vous demande de trouver C. Voilà la valeur de C. Bon, il est 12h30. Si vous voulez qu'on continue, on continue. Si vous voulez qu'on s'arrête, on s'arrête. Il reste une question. À mon avis, il est préférable de la liquider rapidement. Maintenant, si vous êtes fatigué, on s'arrête ici. Là, c'est le théorème des accroissements finis. Bon, puisqu'il n'y a pas de réponse, donc je vais m'arrêter. Alors, s'il y a des questions, vous les posez. Sinon, on se voit la prochaine fois. Monsieur. Oui. Monsieur, j'ai une question sur la sérénité d'un espace vectoriel, monsieur. D'un algèbre, ça. Bon, si les autres n'ont pas d'inconvénients, moi, ça ne me dérange pas. Parce que c'est une séance d'analyse. En principe, c'est des questions sur l'analyse. Maintenant, s'il y a des questions sur l'analyse, elles sont prioritaires. Oui, monsieur. S'il n'y a pas de question, vous pouvez la poser. Moi, ça me dérange absolument. Allez-y. Excusez-moi, là. Non, allez, si quelqu'un veut poser une question, il intervient et puis on le fait passer en priorité. D'accord, il n'y a aucun problème, monsieur. Voilà, allez-y. Donc, vous pouvez parler. Je m'adresse à l'étudiant qui vient de me poser la question, qui veut poser la question d'algèbre. Kotlek, posez votre question. Si quelqu'un veut intervenir en analyse, on va lui donner la propriété, sinon, la priorité, sinon vous posez votre question. Oui, monsieur, j'ai un problème. Monsieur, l'exercice 4 sur la série Thierry. Les espaces vectoriels, l'exercice 4. Le voici. L'exemple 2. L'exemple 2. Oui. Monsieur, j'ai pas compris. Il nous demande quoi? Est-ce que de montrer. C'est quoi l'espace sous les espaces vectoriels qu'il nous demande de le montrer? C'est F. La question, c'est la même pour tous les exemples. Est-ce que F qui est ici, est-ce que c'est un sous-espace? Oui, mais par exemple, qui m'a fait l'exemple où on sait que x, y égale à 0, on veut montrer que ça, c'est un sous-espace vectoriel. C'est pas x, y égale à 0 qui est un sous-espace. C'est F. C'est F qui est un sous-espace. On veut montrer ce que F est un sous-espace. F, c'est les couples x, y avec la condition x fois y égale à 0. C'est ça, F. F, c'est l'ensemble des couples x, y avec x fois y égale à 0. Oui, par exemple, l'exemple où on dit lambda x plus y, on va montrer qu'il appartient à
F, c'est ça. Non. Ici, ce n'est pas un sous-espace. Pour montrer que ce n'est pas un sous-espace, il faut montrer que l'une des conditions d'un sous-espace n'est pas vérifiée. J'ai pas le corrigé, parce que je ne sais pas si j'ai mis le corrigé dans l'exercice 4. Non, je ne l'ai pas. Ah oui, peut-être qu'il est ici. Donc, il est ici, l'exercice 4. C'est ça. Voilà l'exercice 4. Alors, c'est indiquer, est-ce que F, c'est un sous-espace de E dans les cas suivants. Le premier cas, l'espace vectoriel, c'est R2, et F, c'est l'ensemble des XY tels que X fois Y est égal à 0. Pour que ce soit un sous-espace, c'est quoi les conditions? Il y en a 4, il y en a 3. Il faut que l'élément neutre, il faut regarder l'élément neutre. Oui. L'élément neutre de E. Est-ce qu'il appartient à F? Alors, s'il appartient à F, vous allez déduire que F est non vide. D'accord? Donc, ça, c'est la première condition. Il faut que F soit non vide. Deuxièmement, il faudrait que chaque fois que vous prenez deux vecteurs, quel que soit U et V dans F, U plus V appartient à F. Et puis, la troisième condition, c'est que là, dans K, voilà, quel que soit U dans F, quel que soit lambda dans K, lambda U appartient à F. Si les conditions sont réalisées, c'est un sous-espace. Si les conditions ne sont pas réalisées, ce n'est pas un sous-espace. C'est bon? Oui, monsieur, mais par exemple, le deuxième exemple, l'exemple deuxième. Oui, on va voir le deuxième exemple. On va le voir ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il dit le deuxième exemple? Alors, regardons le deuxième exemple. Le voici. F, c'est l'ensemble des triplés, parce qu'on est ici dans R3. Donc, les vecteurs, c'est X, Y, Z. Donc, c'est l'ensemble des X, Y, X plus 1, avec X, Y dans R2. D'accord? D'accord, monsieur. Voilà. Alors, est-ce que X, Y, c'est pas dans R2, c'est dans R. Hein? Là, il y a une erreur. Les composantes, elles sont dans R. Je ne l'ai pas rectifié, il faut que je le rectifie. Donc, X et Y sont dans R, et on prend les couples qui s'écrivent X, Y, X plus 1. Est-ce que c'est un sous-espace? C'est quoi le problème? C'est quoi votre problème maintenant? C'est quoi on veut que, par exemple, quand je dis X plus Y. Regardez les conditions qui sont là. La première chose, c'est est-ce que c'est non vide? Est-ce que l'élément neutre appartient à F? C'est ça la première condition. Il appartient. Et il n'appartient pas justement. Pourquoi il appartient? Il n'appartient pas. Parce que c'est quoi l'élément neutre de R3? C'est quoi? C'est 0.